Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Introduction aux microservices dans Azure. Je suis Stanislas et je suis accompagné de Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut Stan. Eh bien, aujourd'hui, nous attaquons la troisième vidéo et cette troisième vidéo va être consacrée aux conteneurs. Alors, avant de commencer dans le détail, finalement, c'est quoi un conteneur? Un conteneur, c'est de la virtualisation de système d'exploitation. En fait, pour être plus précis, on virtualise le kernel. Donc, on revient finalement sur des choses qu'on a connues dans les 20 dernières années, sauf qu'on change de niveau de couche. Donc, si on reprend il y a une vingtaine d'années, au début des années 2000, la virtualisation de machines est arrivée. Et basiquement, le concept de la virtualisation de machine, c'est quoi? C'est de faire croire au système d'exploitation qu'il a son propre matériel dédié, alors qu'en fait, c'est juste un matériel qui est mutualisé entre plusieurs machines virtuelles. Mais du point de vue du système d'exploitation, Linux ou Windows, le système a l'impression d'avoir son propre CPU, sa propre RAM, etc. Finalement, un container, c'est un peu la même chose, mais dans des couches un peu plus élevées. Cette fois-ci, c'est l'application qu'on va, entre guillemets, tromper. On va lui faire croire qu'elle a son propre kernel, alors qu'en fait, derrière, le kernel, en fait, il est partagé avec plusieurs conteneurs. Donc ça va donner en fait finalement à l'application la perception d'un environnement qui est isolé, qui est indépendant, et donc ben, l'application a vraiment l'impression de travailler dans sa bulle et d'avoir son propre kernel, d'où la notion de entre guillemets virtualisation. Un conteneur va être un package déclaratif, on va le voir tout à l'heure, c'est important effectivement, rappelez-vous de la vidéo numéro 2 où on parlait effectivement de différentes propriétés qui étaient intéressantes pour faire ce qu'on appelle des phénix, donc dans une approche cloud native. Effectivement, l'approche déclarative est à privilégier par rapport à de l'impératif, et c'est exactement ce qui est utilisé en fait lorsqu'on utilise un conteneur. C'est une unité de déploiement universelle, on va en parler juste après. Et idéalement, au tout début de l'usage des containers, c'était quelque chose qui était plutôt utilisé par les développeurs ou dans les environnements de test. Mais en fait, désormais, depuis maintenant quelques années, les conteneurs sont complètement adaptés à faire de la production. Alors avant de rentrer dans le détail technique, c'est toujours bon de rappeler un peu l'histoire des containers et de reprendre la définition même du container. Le container, c'est quoi? C'est une unité de transport intermodale. Et Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Absolument. Alors repartons, faisons un petit peu d'histoire. Regardons l'histoire du transport maritime pour essayer de comprendre un peu ce que c'est l'unité de transport intermodal. Donc, si on regarde cette photo, il me semble que c'est le port d'Adélaïde en 1871, et on voit donc ici des bateaux sur un port avec tout un tas de marchandises qui sont exposées. Donc, on voit des tonneaux, on voit des caisses, on voit également des sacs, potentiellement avec du riz, du café, et on voit tout un tas de personnes qui s'activent pour charger et décharger le bateau. Et donc, ces personnes, ce sont des dockers qui ont pour objectif de charger et décharger des moyens de transport de manière la plus rapide et la plus optimisée possible, c'est-à-dire mettre le plus de marchandises possible sur le même bateau de manière la plus optimisée. Et effectivement, ben, les temps de transport, les temps de transport des marchandises d'un point à l'autre du monde, jusqu'aux années 60, hein, et tu me diras ce qui va se passer après dans les années 60, était assez long en fait du fait que chaque fois qu'on passait d'un moyen de transport A à un moyen de transport B en fait, eh bien il y avait toujours ces opérations effectivement de transvasement en fait de différents matériaux, colis qui n'avaient pas forcément les mêmes formes, et du coup il y avait ce travail de placement également sur le moyen de transport afin effectivement d'optimiser le remplissage et puis l'équilibrage de l'ensemble. Donc ça c'est jusqu'avant les années 60. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On avait plusieurs types de marchandises. Donc, ici, sur la photo, on a des voitures, on a des caisses, on a des tonneaux. Et les questions qu'on va se poser, c'est quelle est l'interaction entre ces différentes marchandises? Évidemment, on ne veut pas avoir une voiture à côté d'un piano, on ne veut pas avoir de la nourriture à côté de manière toxique. Donc, on va essayer d'optimiser le placement pour éviter justement les interactions entre les marchandises. On a également une multiplicité de méthodes de transport et de stockage. Donc, on a des bateaux, on a des camions, des trains. Donc, à chaque fois, c'est une opération de chargement et de déchargement des marchandises. Et puis, donc, la question qu'on se pose, c'est du coup comment transporter rapidement et de manière fluide ces différents types de marchandises en limitant les interactions et en allant le plus rapidement possible. Et donc c'est dans les années 60 qu'une solution a été trouvée. Exactement. Donc, dans les années 60, un monsieur qui s'appelle Malcolm McLean a eu l'idée de finalement mettre les marchandises dans des boîtes, donc dans des conteneurs. Et ici, donc de plus se focaliser sur les marchandises elles-mêmes, mais de se focaliser sur
le conteneur lui-même et donc d'utiliser le conteneur comme unité de transport intermodal, avec ensuite ce conteneur qui va être chargé et déchargé sur différents moyens de transport. Donc ça va permettre de fluidifier le processus. Ça va également permettre d'ajouter de l'isolation entre les différents types de marchandises et d'avoir quelque chose de standardisé pour charger et décharger les marchandises. Standardisé, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les conteneurs existent, si je dis pas de bêtises, en 3 tailles différentes. Mais Exactement, globalement, ouais. effectivement, c'est la longueur qui va en général varier. Pour le reste, après, c'est tout à fait standardisé, ce La qui largeur et la explique hauteur va effectivement. être la même, ouais. Du Voilà. coup, ça nous permettre d'optimiser et d'utiliser donc des outils qui sont encore une fois standardisés. Et oui, effectivement, parce que tous les outils vont se focaliser sur le contenant et non plus sur le contenu. Et comme le contenant est toujours le même à 3 tailles près, bah, globalement, ça va simplifier effectivement l'opération de bien remplir un moyen de transport et de déplacer facilement. Et du coup, ben, les ports tels qu'on les a vus tout à l'heure, bah, ils n'existent plus vraiment. Aujourd'hui, un port, ça ressemble plutôt à ça. Et on est tous d'accord là-dessus, effectivement, qu'on a différents moyens de transport. Ici, on voit différentes remorques avec différentes tailles, les fameux containers. On voit au loin là-bas des grues pour décharger. On voit les bateaux un tout petit peu plus loin quand on zoome ici. Et ben, globalement, là-dedans, après, que dans ces containers, on ait des pianos, des matières toxiques, du café, etc. Factuellement, ceux qui transportent la marchandise se moquent du contenu. Ils vont vraiment se focaliser sur le contenant. Et donc, bah, du coup, ça permet bah, d'avoir une approche qui est beaucoup plus à large échelle, et donc d'avoir Automatisé, voilà, automatisé. standardisé, et donc d'avoir quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus économique également. On verra, on peut même en parler. Je crois qu'il y a une économie de l'ordre de 16, de l'ordre de 16 en fait, entre avant et après les conteneurs. Donc c'est 16 fois plus économique de transporter une tonne de marchandises avec ce système de conteneurs par rapport aux étapes manuelles qu'on avait vues sur la première photo. Effectivement. Du coup, ben, si on en revient maintenant à ce qui nous concerne, hein, microservices, logiciels, etc. Eh bien, quelque part, historiquement, avant le container, on avait quoi? Enfin, on a encore, hein, possible, une multiplicité des piles applicatives avec effectivement différentes technologies. Et puis on vient à un moment à se poser la question, ben, est-ce qu'à un moment les services ou les applications, ils interagissent bien ensemble de manière appropriée? C'est-à-dire en gros, est-ce qu'il n'y a pas des conflits de dépendance? Est-ce qu'il n'y a pas des conflits applicatifs? Des choses dont on a déjà parlé d'ailleurs dans la partie quand on présente les microservices. Un des intérêts des microservices, effectivement, c'était de rendre indépendant chaque microservice et de ne pas dépendre des mêmes stacks que le microservice d'à côté. Et puis, ben, on a également la multiplicité en informatique des plateformes matérielles et virtuelles. Effectivement, une application aujourd'hui, elle commence sur le poste du développeur, elle peut aller sur un serveur de QA, elle peut aller sur un data center privatif, elle peut être sur un cloud public, elle peut être dans un cluster, voire elle peut même être sur l'ordinateur d'un individu, d'un utilisateur, on va dire. Et finalement, ben, la vraie question qu'on se pose toujours, enfin depuis des années, chaque fois qu'on a des évolutions, c'est est-ce qu'il est facile de migrer d'une plateforme vers une autre? Est-ce qu'il est facile de redéployer l'application de manière fluide? Et ça, on est tous d'accord qu'en fait, historiquement, les phases d'intégration, hein, donc de déploiement par exemple de la plateforme en production alors qu'elle avait été testée dans un environnement de test, c'est toujours des phases qui sont délicates à cause de certaines variations, à cause de plein d'éléments en fait derrière dont on a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Donc factuellement, en fait, le conteneur logiciel, en fait, au même titre que le conteneur physique, eh bien en fait, répond exactement et apporte une solution effectivement à cette problématique du packaging, parce que finalement le conteneur c'est du packaging avant tout, hein. Enfin l'image du conteneur c'est un packaging, pour après être déployé et effectivement en le déployant, on va se focaliser sur le contenant, c'est-à-dire l'objet conteneur, et non pas sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, effectivement, on a fait apparaître une petite baleine, on va expliquer après pourquoi. Vas-y Nicolas. Donc en effet, petite baleine. Donc en fait, à quoi ça sert les conteneurs également? Ça permet d'ajouter, donc comme on l'a vu pour le transport maritime, sur la partie logicielle, donc de l'isolation en termes d'interaction entre les différentes applications, donc s'assurer qu'elles sont correctement isolées, et également une standardisation en termes de déploiement. Donc le conteneur, tu l'as dit, c'est une unité de transport intermodal, et donc ça va nous permettre en fait ici d'ajouter la virtualisation de processus. Et pour reprendre un petit peu d'historique, ça a commencé finalement, les fondations de Docker, ça utilise les mécanismes Unix, donc c'est Ashroot qui est finalement apparu il y a quand même quelques années, donc dans les années 80. Et ensuite, ça a évolué avec les premières versions de Solaris Containers, jusqu'à arriver ensuite au Linux LXC pour ensuite avoir Docker
qui a un peu standardisé tout ça en 2013. Donc c'est assez récent, ça commence à être assez mature maintenant, mais ça nous a permis en fait donc d'avoir une couche de standardisation pour utiliser ces différents mécanismes en fait. Donc le Docker va utiliser derrière tout ce qui est C group et namespace pour s'assurer de l'isolation et donc faire cette simulation au niveau du kernel dont on parlait en introduction. Effectivement. Donc là, le schéma de l'empilement des couches, on voit que Docker est venu poser en fait une sorte de glue et des API en fait permettant de piloter des choses qui étaient nativement déjà présentes dans les systèmes Linux. Alors après, il y a eu quelques évolutions ici. Là, on a marqué LXC, mais il y a plein d'autres technologies maintenant qui font entre guillemets le runtime pour les containers. Il y a eu des évolutions, ça c'était entre guillemets un vieux schéma simplifié, mais qui explique effectivement que Docker n'a pas inventé les containers, ils l'ont juste démocratisé par leurs outils. Et désormais, il y a tout un écosystème qui s'est construit avec d'autres solutions également derrière. Alors du coup, là, Nicolas, tu nous as parlé d'isolation de processus, mais finalement, c'est quoi la différence entre un processus et un container? En fait, un processus, il va nécessiter en général un certain nombre de fichiers qui vont venir de son environnement. Donc ça peut être dans différents répertoires dans un Linux. C'est pas forcément des fichiers de configuration, hein. Et donc voilà, le processus va tourner en mémoire et va appeler des choses dans le système de fichiers. Alors qu'un container en tant que tel va être vu comme un seul processus exécuté qui va encapsuler son propre entre guillemets file system avec ses dépendances à l'intérieur. Donc ça c'est important, la notion de dépendance. N'oubliez pas qu'on avait parlé des 12 factor apps. On avait réécrit ce qui existe dans les 12 factor apps, qui est de dire une des règles, c'est on doit définir de manière explicite les dépendances. Donc ça, effectivement, quand on va définir un conteneur, ou plutôt son image, on va voir qu'on va définir de manière explicite, les écrire, quelles sont les dépendances, et du coup, en fait, l'exécutable qui va tourner en mémoire, le conteneur, le processus, en fait, embarquera effectivement ces dépendances avec lui. C'est la grosse différence qu'on a effectivement entre un processus et un conteneur. Alors, après, on met souvent face à face et on compare les machines virtuelles par rapport aux containers pour en expliquer également le bénéfice. Si on prend une machine virtuelle, basiquement, elle est basée sur une machine physique sur lequel il va y avoir un hyperviseur, sur lequel il y aura un système hôte. Alors le hôte en général c'est la VM root. Là, dans le schéma, elle est mise, l'OS est mis en dessous de l'hyperviseur. Techniquement, en général, l'hyperviseur est plutôt au-dessus du matériel, et ensuite on a la partition route. Et puis ensuite, chaque machine virtuelle sera exécutée sur cet hyperviseur et donc intégrera une partie effectivement qui sera le système d'exploitation, donc le système invité, on appelle ça le guest OS. Et puis dedans, effectivement, on a toutes les librairies et les dépendances, et puis ensuite on a ces applications. Donc là, si par exemple on déploie ici deux versions de l'application A et deux versions de l'application B dans 4 machines virtuelles différentes, et bien à la fin effectivement on va avoir une consommation ici de ressources qui seront alors, la consommation purement des applications plus effectivement la consommation des systèmes d'exploitation invités Linux ou Windows, et donc effectivement une certaine quantité d'espace disque, de mémoire, RAM et de CPU sont consommés effectivement par la partie GuestOS. Pas super optimisé, surtout quand on parle de consommation cloud et d'optimisation d'utilisation et de l'optimisation des coûts, on va vouloir en fait mettre plus d'applications avec potentiellement donc moins de ressources. Exactement, donc là, voilà. Faire ça avec des conteneurs. On ne voudrait pas avoir tout cet overhead qui est effectivement la partie bleue ici du GuestOS. Et effectivement, Et puis également la partie violette et noire, on a de la duplication ici sur chaque environnement. Donc c'est des outils à installer en plus, c'est des dépendances qui vont être embarquées encore sur les différents systèmes d'exploitation. Et si on regarde maintenant la partie conteneur, on voit ici qu'on a toujours ce serveur, on a toujours la partie hostOS, on pourrait également avoir un hyperviseur. Et puis, juste au-dessus du hostOS, on va avoir le moteur Docker, donc le Docker Engine, qui va nous permettre en fait de déployer des conteneurs qui vont embarquer les dépendances, et ces dépendances vont être partagées et mutualisées. Précisons ici qu'on a écrit dans cette slide le moteur Docker. Il n'y a pas que Docker comme moteur de conteneur désormais. Là, c'est juste pour généraliser, parce que la plupart du temps, les gens font le raccourci en disant container égale Docker. Il existe d'autres moteurs de porte-container, il y a Rocket, il y en a plein désormais.
globalement, si on va généraliser, on va dire Docker pour le reste de cette vidéo, mais on pourrait effectivement utiliser des containers, d'autres technologies, mais celle qui a été le plus utilisée, qui a démocratisé finalement l'usage des containers, ça reste Docker. Donc on comprend le système. Donc on voit ici que finalement, la machine serveur identique, on va faire grâce en fait au container en fait une économie en fait de tout cet overhead qui était lié aux machines virtuelles. Donc on va pouvoir du coup plus densifier à puissance égale en fait et mettre plus d'applicatifs sur une machine versus des machines virtuelles. Voilà. Ça revient exactement finalement à l'image qu'on avait avec ce porte-conteneur avec plein de conteneurs à l'intérieur. C'est exactement ce qu'on essaye de répliquer, mais cette fois avec des processus. Exactement. Donc du coup, l'usage pour les containers, on comprend tout de suite, hein, c'est que ça devient très portable, on se focalise sur le contenant et non plus sur le contenu. C'est parfait pour du cloud, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, hein, quand on paye à la ressource, si on peut mettre plus d'applicatifs pour une même puissance donnée, eh bien tant mieux. On a une notion d'isolation, effectivement, parce que chaque conteneur normalement est isolé du conteneur d'à côté. On va avoir un déploiement normalement rapide si les conteneurs sont bien faits et respectent la règle, donc d'avoir juste ce qui est nécessaire pour le faire fonctionner. Et puis du coup, on comprend effectivement, on a la portabilité, et puis parce qu'effectivement, on se focalise sur le contenant, et puis on voit que c'est en fait parfaitement adapté aux microservices, parce qu'effectivement, du coup, le conteneur va être le moyen de packager finalement les microservices. Et donc du coup, le conteneur va parfaitement aller dans une optique de DevOps, dans lequel effectivement on va faire des déploiements, plein de petits déploiements de manière assez fréquente. Et donc du coup, avec la notion de déploiement rapide, de portabilité, finalement d'une certaine agnosticité par rapport à la plateforme, on peut être déployé sur du cloud public, sur de l'hybride, sur du privé, et en fait ça a toujours fonctionné. Donc finalement, le résumé de pourquoi c'est cool un conteneur, c'est parce que ça permet d'être plus efficace. Alors Docker, explique-nous un petit peu comment ça fonctionne, ce que c'est, Nicolas. Donc Docker, c'est le nom d'une société, c'est également donc, du coup le produit, une solution pour manipuler des conteneurs avec ici un modèle avec des architectures de type client-serveur. Donc un client Docker qui va nous permettre de manipuler finalement un moteur Docker qui va être installé sur un système d'exploitation. Ensuite donc des commandes client-serveur avec des appels REST qui vont nous permettre de piloter ce moteur Docker. Donc, les ensembles de commandes qu'on va avoir, ça va être description d'une image, donc décrire l'image d'une application à déployer dans un conteneur, publier l'image sur un dépôt d'image, donc une registry. On va voir que ça joue un rôle assez important dans l'utilisation de Docker et ce qui a permis également de démocratiser ce système de déploiement. Et puis également faire tout ce qui est interrogation de registry, vérifier quelles sont les images disponibles, vérifier quelles sont les différentes versions, et donc pouvoir gérer donc, des versions d'images à travers la notion de tag, on va ensuite pouvoir utiliser pour des déploiements. Et donc déployer une version très spécifique d'une configuration à travers une image Docker qui sera versionnée. Donc le client Docker, c'est une ligne de commande. Donc on appelle ça la Docker CLI, ou CLI en français. C'est disponible en multiplateforme, et comme tu l'as dit, hein, il y a différentes commandes derrière. Soit pour instancier, donc lancer, exécuter un conteneur, soit pour aller chercher une image, soit pour créer une nouvelle image. Donc ça, c'est le côté client. Le côté serveur, en fait, c'est un moteur qui va être installé sur des distributions Linux ou Windows. Et ce moteur va permettre, une fois qu'il sera installé, permettra de dire que la machine est ce qu'on appelle un Docker host. Et donc ça fonctionne bien entendu historiquement sur du Linux et la majorité des distributions. Ça marche également sous Windows. Alors c'est arrivé plus tard sous Windows, hein, clairement. Les containers viennent du monde Linux et ont été ensuite, on va dire, backportés ou adaptés à l'environnement Windows. Et c'est à partir de Windows Server 2016 et Windows 10 qu'on a commencé à voir effectivement un moteur Docker et donc sur Windows. Alors là, ça fait partie du partenariat qu'on a eu avec Docker, d'amener effectivement leur moteur sur Windows. Donc le moteur Docker en tant que tel, qui est dans Windows, provient de chez Docker. Et nous derrière, on a fait toute la mécanique, l'équivalent en fait des mécaniques qui existent sous Linux au niveau du kernel pour faire les mécanismes d'isolation, etc., etc. Alors, point important. Tu l'as dit, c'est plus récent, oui. Mais pas mal maintenant de nouveaux services qui sont disponibles en JS pour déployer donc des conteneurs Windows sur Azure. Oui, exactement.
Et d'ailleurs, nous sommes en train d'enregistrer cette vidéo en post-Ignite, hein, et il y a eu encore des annonces. Ignite, qui est la grande conférence Microsoft annuelle, donc qui a lieu du coup en septembre 2020, date d'enregistrement de cette vidéo. Et là encore, il y a eu encore pas mal d'annonces effectivement sur tout ce qui est container Windows sur la plateforme Azure. Alors point important, un moteur Docker peut être installé sur une machine physique ou une machine virtuelle, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc le résumé de tout ça finalement, c'est que vous allez avoir un outil commun que les containers à déployer soit du Windows ou du Linux, donc ce sera la Docker CLI. Et puis derrière, ensuite, effectivement, en général, on aura soit des Docker hosts de type Windows, soit des Docker hosts de type Linux, qui auront chacun effectivement un démon Docker et sur lequel du coup on va déployer des containers. Comme on virtualise le kernel, effectivement on ne peut pas déployer un container Linux sur un Docker host Windows et l'inverse. D'accord. Alors, une image Docker, c'est quoi, Nicolas? Alors, une image Docker, c'est d'abord un fichier qui est déclaratif. Et ça reprend encore une fois les 12 factors. On va déclarer de manière explicite tout ce qu'on veut à l'intérieur de cette image. Et chaque image va commencer par une image de base. Donc, en fait, ce qu'on va appeler le top layer, si on prend un peu l'image du gâteau à droite. Et on peut partir sur des images assez simples, par exemple un OS de type Ubuntu, ou des images qui sont un peu plus avancées et préconfigurées, avec déjà des runtime ou d'autres dépendances, comme par exemple un Node.js qui sera installé sur Ubuntu. Donc, chaque image est ensuite constituée d'une série de couches qu'on va appeler layers. Et chaque layers va correspondre finalement, encore une fois de manière déclarative, à un élément ajouté au sein de notre configuration. Donc, ça peut être par exemple installer un runtime, installer une ligne de commande, par exemple la ligne de commande Azure CLI, et ou encore déployer son application ou des fichiers de configuration qui vont être nécessaires pour le bon fonctionnement de notre image Docker. Donc, encore une fois, on va déclarer de manière explicite toutes les dépendances à installer pour ensuite avoir quelque chose qui est immutable et qu'on va pouvoir redéployer et être autoporté. Donc ici, on a un exemple, on a une image, on a le kernel, ensuite on a une image de base qui est ici à gauche une Debian. On va rajouter 3 couches supplémentaires, donc ajouter un Emacs, ajouter un Apache, et puis avoir d'autres éléments dans le conteneur. Et à droite, on va avoir une deuxième image qui va être un peu plus simple et qui va être, elle, basée non plus sur Debian, mais sur BusyBox. Et donc, on voit ici finalement qu'avec le même kernel, donc c'est-à-dire la même version du kernel Linux, on va pouvoir avoir des distributions qui sont différentes. Et c'est ça également une des puissances du moteur Docker, puisqu'on va se baser sur la virtualisation, non pas de système d'exploitation, mais de kernel. On va pouvoir utiliser différentes variantes de Linux et puis également avoir donc différentes images de base qu'on va utiliser. Précisons que l'image, c'est quelque chose qui est au repos, qui n'est pas instancié, alors que le container, finalement, c'est l'instanciation d'une image. Donc cette image, elle est déclarative, hein, on l'a dit tout à l'heure, et donc c'est un Dockerfile. Nico, je vais te laisser le commenter. Alors, donc le Dockerfile, on a dit que c'est l'ensemble des commandes pour construire une image et le tout rassemblé, stocké dans un fichier, donc le Dockerfile qui va nous permettre de construire des images à travers la ligne de commande Docker build. Donc ici, on voit qu'on part d'une image de base. Alors, je vais prendre l'exemple de gauche. On va partir de l'image Microsoft.NET. On va ensuite avoir une variable d'environnement qui est déclarée et on va ensuite installer, donc, récupérer des outils et les installer à travers donc, une seule ligne de commande. Donc ici, on va avoir l'image de base plus ensuite 3 layers. Et à droite, on a un autre exemple. Donc, l'image, cette fois, on parle d'une autre image. On va partir de l'image NVIDIA avec un runtime CUDA qui est déjà installé. Donc, on va avoir une image avec un runtime différent. Et encore une fois, on va rajouter une première layer avec un apt-get qui va nous installer différentes dépendances. On va ensuite changer de répertoire courant et copier un fichier dans le répertoire courant. Donc, toutes les commandes en orange sont des layers Docker. J'espère que je ne me suis pas trompé de couleur cette fois, Stan, comme tu sais que oui. Non, c'est bien du orange, tout va bien. Prêter à confusion. Tout va bien. Précisons effectivement que durant cette vidéo, tu as Singapour et qu'à Singapour, c'est bien connu, les couleurs sont différentes. Donc le Docker Hub est un service de Docker, la société Docker, qui est un référentiel en fait d'images Docker, tout simplement, d'images de conteneurs. On appelle ça, c'est une registrie donc publique, hein, qui contient un index effectivement pour faire de la recherche derrière, et un système d'évaluation et de classement. Effectivement, on peut voter pour des images en disant qu'elles sont bien, voilà. Et puis on a également des mécanismes dans le Docker Hub qui permettent de construire des images, depuis des sources qui seraient dans un GitHub, un Bitbucket ou autre.
Donc c'est accessible sur https hub.docker.com. Et une fois qu'on a un compte et qu'on est logué, effectivement, alors si on débute sur le sujet, on peut passer par le tutoriel et télécharger notamment ce qu'on appelle le Docker Desktop, qui va vous installer en gros tout ce qu'il faut pour travailler sur votre poste, la CLI et un Docker Engine sur votre poste de travail. Et puis sinon, on peut accéder à un ensemble en fait d'images de containers. Donc il y a des images officielles gérées par des sociétés ou des communautés, hein. Et puis après, il y a les images de tout un chacun, hein. Vous avez le droit vous-même de faire votre propre image et de la publier sur le Docker Hub. Au passage, il y a eu récemment une annonce sur le Docker Hub. Docker annonçait qu'ils allaient faire du nettoyage un petit peu parce qu'en fait, ça fait déjà, ça fait déjà 7 ans que ça existe à peu près, hein. Euh, c'est 6-7 ans que ça existe. Et donc du coup, il y a plein de gens qui ont fait des tests, qui ont fait leurs images et qui après les utilisent plus, mais tout ça, ça prend de l'espace, ça coûte de l'argent. Et donc là, ils ont lancé une campagne de nettoyage du Docker Hub pour effectivement enlever toutes les images qui sont juste là, mais qui prennent de l'espace pour rien. Donc du coup, on va trouver effectivement des images dites officielles, donc comme je l'ai dit, gérées par des sociétés, des communautés, d'accord, donc ils sont effectivement publiés par Docker, voilà. Et puis, donc là, on en a quelques exemples. On voit le nombre d'images, effectivement, là, téléchargées 10 millions de fois, à la 630 étoiles. Donc ça, les étoiles, c'est quand on est content d'une image, on peut voter dessus. Alors, ça ne garantit pas toute la qualité et la sécurité de l'image. Ça garantit effectivement qu'elle fonctionne bien, que globalement, les gens sont contents. Et puis, on a également ce qu'on appelle les Verified Publishers, où là, effectivement, ce sont des images qui sont certifiées par Docker. Donc, elles passent un process de contrôle qualité qui est un peu supérieur. Et elles sont vérifiées également, elles sont vérifiées et certifiées par Docker, voilà, par rapport à ce qu'a publié un éditeur. Donc là, les exemples que j'ai mis ici, par exemple, sont les exemples des images Windows, d'OS, qui sont publiées par Microsoft. Donc là, elles font partie des images dites vérifiées. Donc on peut faire après, effectivement, un filtre quand on va explorer le Docker Hub, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et après, on peut également aller chercher ces images de containers par catégorie. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà. Le Docker Compose, Nicolas? Alors, Docker Compose, c'est un outil qui va nous permettre d'exécuter non pas un conteneur, mais plusieurs conteneurs, et donc d'orchestrer le démarrage. Et là, on commence à toucher un petit peu aux microservices, où on va avoir donc différentes applications qui vont nécessiter d'être déployées en même temps, différents composants plutôt qui vont nécessiter d'être déployés en même temps. Et donc, c'est exactement ce que fait Docker Compose. Encore une fois, c'est un fichier type YAML, donc un fichier au format, un fichier déclaratif qui va nous permettre de référencer non pas une image Docker, mais d'appeler plusieurs images Docker avec des versions différentes potentiellement, de spécifier quels sont les ports à exposer et quels sont les volumes également qui vont être montés parmi tout un tas d'options. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a un Docker Compose avec un service qui va être exposé sur le port 5000, avec un volume qui va être monté sur l'aperture /code et qui va utiliser une distribution type Redis Alpine. Donc, si on résume finalement les basiques de Docker, parce que là, le but n'était pas de faire un cours ni une vidéo sur Docker, mais juste de reprendre les bases qui vont nous servir pour la suite pour expliquer ce qu'on a dans Azure pour gérer des environnements et des containers. Donc, en gros, le Docker, on a un moteur Docker qui va permettre effectivement d'instancier depuis des images, de créer des processus qui seront les containers. Ensuite, on a une Docker CLI, un client qui est multiplateforme, qui permet effectivement d'interagir en REST avec ce Docker Engine. Et puis on a les Docker Registry qui sont des dépôts d'images. Il en existe donc des publics, enfin, un public, le plus connu, le Docker Hub, mais également il y a des dépôts qui sont privatifs aux organisations, qui sont instanciables ou créables sous différentes formes, et on appelle ça donc des Docker Trusted Registry, des DTR. Donc les DTR, c'est vraiment des environnements, des dépôts d'images privatifs à des organisations. Et puis effectivement, tu nous as montré qu'on pouvait également composer une application à partir de plusieurs conteneurs grâce à un fichier YAML et l'utilisation de Docker Compose. Donc ça, c'est une version très résumée des outils de Docker, vraiment très très résumée. Alors, en démonstration, Nicolas, on va faire un truc très simple, hein. Tu vas simplement nous déployer un premier conteneur et nous montrer comment ça marche. Exactement. Donc, on va passer à la démo à distance ici. Donc, on va simplement instancier un conteneur de type Nginx, il me semble, et qui va donc, on va récupérer l'image
sur la Docker Registry. Donc, je n'ai pas spécifié de version, donc ça va prendre la dernière version, donc la version latest. Ça va la récupérer sur le poste et puis ensuite, ça va instancier une image Docker pour avoir un conteneur qui tourne ici sur le port 80. Alors, regardons ensemble maintenant nos premiers conteneurs. On va ici donc faire une démo avec la ligne de commande Docker pour simplement déployer un Nginx. Donc, je fais un docker run -d-p 8080 Nginx. Et donc là, ici, si je fais une petite pause, je n'ai pas spécifié de Docker Registry, je n'ai pas spécifié de version d'image. Donc, par défaut, ça va aller sur le Docker Hub et récupérer l'image latest de Nginx. Ça va récupérer donc cette image sur mon poste. Et j'ai mappé le port 80 Nginx sur le port 80. Donc là, si je fais un Docker PS, je vois bien que maintenant j'ai un processus Nginx qui tourne sur ce port 80 et on voit également un container ID qui a été attribué à cette instance. Donc là, maintenant, je peux arrêter le conteneur avec le nom qui a été généré. Ici, c'était Jolly James, mais j'aurais pu également passer en paramètre un nom. Et ensuite, je vais donc simplement supprimer cette image et faire, donc encore une fois, après un Docker PS pour montrer qu'il n'y a plus de processus qui tourne. Donc maintenant, ici, on va faire un peu la même approche. Cette fois, on va étendre en fait cette image Nginx et ajouter un simple fichier de configuration juste afin de montrer le mécanisme de layer. Donc, je pars de l'image de base Nginx. Encore une fois, je n'ai pas spécifié de version, donc ça va prendre la dernière image. C'est un petit peu dangereux. Il faut toujours mieux mettre un tag spécifique lorsqu'on va partir d'une image de base. Ensuite, je vais copier un fichier qui s'appelle default.conf sur mon système local dans l'image Docker. Et ensuite, je vais faire donc un Docker build en spécifiant un nouveau nom d'image, donc ici my-nginx sur le répertoire courant. Donc, ça va prendre par défaut le Dockerfile qui est dans mon répertoire. Et donc, ici, on voit l'étape de build avec 3 étapes. L'image de base, la copie du premier fichier, la copie ensuite du répertoire. Donc, trois étapes, 3 layers finalement, qui vont ensuite me générer une image que je vais pouvoir soit déployer en local, soit pousser sur une registry de type privé ou public. Donc, on va lancer cette image maintenant qu'elle a été buildée. Et donc, on va instancier donc, cette image, encore une fois, avec la ligne de commande Docker Run, et cette fois avec le nom de mon image, donc my-nginx. Je n'ai pas spécifié le mode daemon, donc je vais voir ici tous les logs apparaître directement sur ma ligne de commande. Et Stanislas, entre-temps, s'est connecté à mon adresse IP qui a été exposée pour avoir ces logs qui ont été générés. Alors, merci Nicolas, c'était une petite démo simple mais efficace, comme on les aime. Donc si on parle de Docker et de Microsoft, finalement, c'est un peu une longue histoire. Je dirais une longue histoire d'amour, j'exagère peut-être un peu, mais c'est une longue histoire entre guillemets en termes de partenariat. On a vraiment commencé à communiquer avec le travail collaboratif avec Docker à partir de 2015. Donc à l'époque ici c'était Corey Sanders qui était à l'époque directeur de la partie des programmes managers sur la partie Azure Compute. Et donc en fait dès 2015 on a commencé à s'intéresser au sujet simplement parce qu'en fait on commençait dans le courbe de la hype de Docker, beaucoup de gens étaient excités dessus, et donc à l'époque on a commencé à faire des premières choses qui étaient une extension Docker pour les VM Linux. Alors c'était un truc assez simple, on prenait une VM Linux de type Ubuntu par exemple qui tournait dans Azure, et on lui attachait l'extension, et automatiquement l'extension installait le Docker Engine et la Docker CLI dessus. Donc c'était simplement ça. Ensuite, on a commencé à créer des services managés de type PaaS, donc dans Azure, pour pouvoir en gros manipuler de manière plus simple des containers. Donc ici c'est une version assez résumée finalement, mais aujourd'hui on va voir que, et on va détailler un peu juste après, qu'on a dans des services assez importants, Azure Container Instance, Azure Kubernetes Service, avec un K et non pas avec un C, donc AKS, Azure Container Registry, et puis après d'autres services comme Azure Batch, App Service, Machine Learning Service, Connective Services. Il y a beaucoup de services désormais qui utilisent le format Docker, ou le packaging plutôt, le package d'images de format de container pour être instancié. Donc ça c'est la Encore partie... une fois, donc, des images Linux ou Windows. Donc oui, maintenant on supporte en parallèle des services, on va supporter les deux types d'images Docker. Et puis, comme je le disais un peu avant dans ce deck, on a également travaillé avec Docker pour avoir Docker sur Windows Server et Windows 10.
Donc à l'époque, la CLI, la ligne de commande Docker, était disponible que sous Mac et sous Linux. Là, elle est déjà depuis quelques années, désormais, c'est au moins 4 ans, sur Windows. Et donc, on va pouvoir gérer des containers Windows ou des containers Hyper-V, qui sont des containers qui, eux, sont encore plus isolés que les containers normaux, parce que finalement, ils vont être isolés avec les mécaniques d'Hyper-V. L'outillage également, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc, dès Visual Studio 2015, on avait un plugin pour Docker. Si vous êtes utilisateur de Visual Studio Code, on a également, il y a beaucoup d'extensions pour Docker, mais dont des extensions officielles. Et puis, bien entendu, l'outillage en termes de repo et en termes de pipeline d'intégration et de déploiement. On a ça du côté GitHub, GitHub, GitHub Action, etc. On a même désormais une registrie d'ailleurs qui existe, qui est annoncée très récemment, une registrie dans GitHub, donc pour mettre des images qu'on veut exposer par exemple publiquement. Et puis bien entendu du côté Azure DevOps, on a tout ce qu'il faut pour builder des images et également pour les déployer. Si on prend du côté de Visual Studio Code, qui est en général souvent l'outil le plus utilisé, il y a effectivement une extension Docker qui est gérée par Microsoft en fait, qui est proposée par Microsoft et qui va vous permettre de faire pas mal de choses pour travailler de manière assez simple, pour builder, pour gérer et pour déployer vos applications directement depuis votre IDE. Alors en termes de services, on a le premier service auquel qu'on peut utiliser facilement dès qu'on veut utiliser des containers, en fait, c'est Azure Container Instance, ACI dans son acronyme. Et en gros, c'est ni plus ni moins en gros qu'une plateforme avec derrière du moteur Docker sur lequel on vient simplement avec son image et on dit j'aimerais démarrer cette image, donc de la même façon finalement que tu as fait tout à l'heure un Docker run en précisant l'image. Là, on va appeler en fait une plateforme pour faire la même opération. La plateforme étant Azure, on va simplement dire démarre-moi cette image et je veux telle puissance pour cette image, c'est-à-dire je veux avoir tant de vCPU, tant de gigas de RAM, est-ce que je veux des GPU également? On peut le faire maintenant dans certaines régions Azure. Et puis voilà. Et donc du coup, on va avoir un démarrage des containers en quelques secondes, hein, ça fait partie des règles de faire quelque chose de démarrage rapide, hein, on parlait des microservices, et on va facturer ça à la seconde par vCPU, par giga de RAM, par GPU si on met des GPU. Et la bonne nouvelle, c'est effectivement on est sur un service qui est managé, et comme ici on est monté dans les couches entre guillemets d'abstraction de virtualisation, on n'a pas à gérer des machines virtuelles. Donc là c'est la beauté de la chose. Et on peut déployer effectivement des containers depuis des images qui sont stockées soit de manière publique dans le Docker Hub, soit dans un GitHub Registry, soit dans une Docker Trusted Registry au sens large, ou même le Marketplace d'Azure. Dans le Marketplace d'Azure, en fait, on a des images, on a des images Docker. Ok, donc maintenant on va regarder une démo d'Azure Container Instance et on va instancier une image Docker. Donc on est dans le Cloud Shell et on va faire un AZ Container Create, le nom de mon image, le lien vers l'image sur le Docker Hub public, et ensuite on va spécifier qu'on veut une adresse IP publique. Donc le nom c'est Hello World, l'image c'est shellmachina/SCI Hello World, et on spécifie une adresse IP publique ainsi que le resource group. Donc on a ici un conteneur qui a été déployé et créé dans Azure. On va pouvoir ici vérifier que le conteneur est bien démarré. Donc c'est ce qu'on fait avec la ligne de commande AZ container show, et on voit que le provisioning state est succeeded. On a bien ici l'image avec une adresse IP publique qui a été également générée. Et comme c'est une application web, on va écouter ici sur le port 80. Donc regardons un petit peu cette image. Alors précisons ici que dans la ligne de commande, on n'a pas précisé de taille de vCPU, ni de taille de mémoire, ni d'OS. Donc il y a des choix par défaut dans toutes les lignes de commande. Donc la ligne de commande, là, quand on ne précise rien, il va prendre du 1 vCPU, 1,5 Go de RAM. On pourrait aller beaucoup plus loin avec effectivement la sélection d'un GPU et voire monter avec les GPU, on peut monter jusqu'à 280 Go à peu près de RAM, 226 ou 280, je sais plus. Et on peut également déployer dans la CI du Windows. Donc là, c'est simplement que tu n'as pas précisé dans les lignes de commande des Par comptateurs défaut, c'est supplémentaires. l'instance la moins élevée. Pareil, tu n'as pas précisé la localisation, donc là on a un WestUS par défaut. Là encore, ça se précise, tirer le location. Alors, Donc hop, maintenant, on va naviguer sur cette page web. Donc c'est simplement un Nginx qui est configuré avec une page d'accueil avec du type Hello World, et on voit ici, donc on va pouvoir ensuite donc vérifier les logs avec la partie AZ Container Logs, le nom de l'image et le nom donc du resource group. On voit bien qu'il y a eu une connexion qui a été faite sur notre instance.
On va maintenant supprimer l'instance, donc tout simplement AZ container delete. Encore une fois, le nom de l'image et le resource group. On va maintenant vérifier qu'il ne nous reste plus aucun instance qui tourne sur notre environnement avec la ligne de commande AZ container list sur le resource group. Et là, précisons qu'effectivement, tu as été facturé le temps de l'instanciation de la démonstration, c'est-à-dire quelques secondes, la facturation d'ACI étant effectivement facturée au temps d'instanciation par seconde de chacune des images, ce qui du coup donne des scénarios assez intéressants quand par exemple on veut déployer des conteneurs qui vont faire par exemple un traitement batch ou un entraînement de machine learning, etc. Bah là, effectivement, on peut prendre des machines avec pas mal de puissance pendant une durée qui est vraiment très précise. Et on se rapproche un peu de la promesse du cloud quand on dit effectivement on paye pour les ressources qu'on consomme et pas autrement. Exactement. Et puis tu l'as vu, le temps de démarrage était hyper rapide. Donc on a vraiment Oui. quelque chose d'encore plus intéressant en termes de scalabilité, en termes de création ou de suppression d'instances à la volée. Alors, cette image, elle était encore une fois sur le Docker Hub public. Maintenant, comment on fait pour avoir sa propre registry sur Azure? On va utiliser un autre service qui s'appelle Azure Container Registry. Donc c'est un service effectivement de type Docker Trusted Registry qui est managé dans le sens où vous n'avez pas à gérer des machines derrière, les OS, les mises à jour, etc. C'est toujours disponible et normalement ça doit tenir la charge. On peut y mettre dedans pas mal de petites choses. Donc c'est basé sur le modèle open source, Docker Trusted Registry 2.0, et ça permet d'y mettre effectivement ses propres images, soit au format Docker, soit au format OCI. Donc OCI, Nicolas, c'est l'acronyme Open Container Initiative. Et donc, effectivement, cet Azure Container Registry, on va l'utiliser au sein, en général, des pipelines de déploiement, mais également dans les pipelines de build, parce que si vous faites une application, que vous la compilez et qu'ensuite vous voulez la packager pour pouvoir la déployer, eh bien, vous allez avoir le résultat d'un pipeline de build qui va, à la fin, faire un artefact qui sera effectivement une image de conteneur qui sera stockée dans cette image Alors, Azure une Container. image de conteneur qui est donc buildée et taguée également. Donc, on va versionner chaque image pour ensuite les mettre sur notre container registry. Stan, tu connais assez bien le sujet, il me semble. Oui. Point important, la registry, on la met où? Le plus proche de ces ressources, parce qu'encore une fois, on veut limiter les appels réseau. On veut pouvoir. Il y a certaines images peuvent être assez importantes. Évidemment, l'objectif, c'est de minimiser la taille d'image. Mais par exemple, si on récupère une image de 200 mégas ou même d'un giga, on veut avoir le débit le plus court et on veut également limiter la partie, le réseau interrégion. Donc, on va mettre ça idéalement dans la même région que ses déploiements, donc que sa machine virtuelle ou que son ACI, par exemple. Effectivement, plus la registry est proche, plus la latence également sera courte, ce qui ne sera que meilleur pour les performances. Donc, Et du coup, comment on fait pour les déploiements multi-régions? On va en parler. Donc, stockage des images, tu l'as dit, en local ou plus proche du réseau et donc dans la même région pour avoir ces latences réduites. Donc si on est en multi-région, on a des capacités de géoréplication. Donc imaginons qu'on veuille déployer une image de son application qui est globale, on va dire aux États-Unis, en Europe et en Asie. Soit effectivement on a une seule registry, mais ça veut dire qu'il va y avoir 2 continents sur les 3 qui vont venir à travers le réseau chercher des images. Soit on a 3 registries différentes, complètement indépendantes, c'est-à-dire chaque fois qu'on va builder une image, qu'on va aller la pousser, il faudra la pousser dans 3 registries. Soit on utilise un mécanisme de géoréplication où on a une registrie de référence qui elle-même va se répliquer sur d'autres zones géographiques, d'autres régions dans Azure. Donc comme c'est une fonction qui est assez cool, Nicolas, tu comprendras qu'elle nécessite la SKU Premium, qui est la plus chère, Toujours. qui Alors, contient pas mal cher, de c'est choses. un grand mot. Après. Oui, c'est un grand mot parce qu'effectivement, le prix des registries donc est un prix, alors là, dans la facturation Azure, c'est facturé à la journée. Et vous voyez le coût à la journée ici d'une registrie qui serait par exemple ici dans la région France centrale. Donc en fonction de la SKU, du niveau de version de l'Azure Container Registry, on va varier entre 14 centimes d'euros et 1,40 € à la journée. Donc c'est pas un coût qui est très élevé, sachant que pour 1,40 € par exemple dans la Premium qui est la meilleure effectivement, on va avoir la capacité du coup de faire de la géoréplication et on aura pas mal d'autres fonctionnalités en plus et on a un stockage de 500 Go, ce qui est déjà pas mal pour stocker des images. Voilà. Alors, j'ai eu une question l'autre fois. Donc, qu'est-ce qui se passe si on dépasse les 500 gigas? Est-ce qu'on doit créer une deuxième registry premium? Comment c'est géré? En fait, non, c'est tout simplement derrière
du blob storage. Donc, on va être facturé au prix du blob storage en GRS, il me semble. Donc, on va pouvoir étendre la capacité au-delà des 500 Go qui sont fournis avec le tiers premium par défaut. D'accord. Ça fait partie également dans une bonne approche FinOps, quand on va avoir effectivement des grosses registries comme ça avec beaucoup de volumétrie, peut-être qu'on n'a pas besoin de garder l'historique des images sur 3 ans ou 5 ans, parce qu'il y a des chances effectivement que l'application, le microservice aura pas mal évolué. Et est-ce Et qu'on a en besoin de général, garder ouais, 500 le versions code est différentes? versionné également. Donc, le code est versionné, donc tu peux également potentiellement refaire un rollback sur Ouais. ton code pour une release donnée. Donc, on a déjà ce versionning qui est fait au niveau du code. En effet, c'est pas toujours forcément intéressant de garder tout l'historique, surtout si on a énormément de builds et de releases. Et donc, c'est intéressant de temps en temps de faire un peu ce que fait Docker Hub en ce moment, c'est-à-dire faire un ménage pour enlever des versions qui sont dépréciées ou qui ne sont plus utilisées ou qui ne seront plus jamais utilisées plutôt. Et la bonne nouvelle pour ça, Nicolas, c'est qu'en fait, on a des mécanismes qui sont prévus dans Azure Container Registry pour faire ce genre d'opération de nettoyage. On crée ces Lifecycle Policy, ou l'équivalent, le nom ne s'appelle pas comme ça, mais ça va permettre effectivement de nettoyer la registry, de ne pas garder tel un écureuil en fait l'ensemble des versions qu'on a pu compiler. Si en plus le microservice évolue en permanence, enfin c'est juste terrible, quoi. Donc comment ça s'utilise? Alors, c'est assez simple finalement. En fait, comme l'Azure Container Registry, c'est une Docker Trusted Registry, on va simplement utiliser les lignes de commande Docker. Donc, tout à fait classique. Pour créer une image, on fait un Docker build, ensuite Docker push et Docker pull également pour la récupérer sur son poste. Pas de nouvelle API à apprendre, donc vraiment les mêmes outils, c'est ultra standard et ça s'inscrit en fait dans l'écosystème Docker. Donc, on va également avoir quelque chose d'intéressant en plus, c'est le support des webhooks pour être notifié, pour avoir des notifications. Ça peut être des functions, ça peut être des logic apps ou d'autres systèmes et déclencher donc des alertes ou des événements lorsqu'on va faire des push ou des deletes, par exemple. Donc, ça peut être intéressant pour plugger ça à du monitoring, pour plugger ça à des outils également de déploiement automatisé, par exemple. Donc bien entendu, c'est pas forcément une registry qui sera open bar, c'est une registry d'entreprise. Donc en général, on va un petit peu contrôler l'accès qu'on va faire sur cette registry. Donc on peut utiliser alors soit des comptes utilisateurs, ça effectivement on pourrait dire tiens le développeur, on va lui donner le droit de se loguer à la registry, d'aller pousser l'image. Mais dans l'approche qu'on est en train d'expliquer dans cette série de vidéos, on va être plutôt sur un mode un peu industriel. Et donc ce sera plutôt en général des systèmes automatisés, des pipelines qui vont faire tout seuls comme des grands l'envoi d'images ou la récupération d'images dans une registry. Donc du coup, l'accès se fera plutôt entre guillemets avec des comptes de type Service Principal ou Manage Identities dans Azure pour accéder effectivement depuis un service ou un système programmatique à cette registry. On peut également le faire effectivement par un humain. C'est tout à fait possible. Alors, point intéressant, on peut utiliser la ligne de commande Docker pour s'authentifier auprès de la registry. Avec le Docker Login, en fait, on peut se enregistrer auprès de la registry. Et du coup, ça me fait penser qu'on n'a pas dit tout à l'heure, une petite nouveauté qui est arrivée cet été, été 2020, avec la ligne de commande Docker, c'est que directement, on peut créer un contexte dans son outil Docker qui est lié à CI, et en fait, directement, en fait, on peut dire que par défaut, le contexte par défaut de la ligne de commande Docker est une région donnée d'ACI, ce qui fait que dès qu'on fera ces Docker Run ou Docker Delete, Docker PS, automatiquement, il ira interroger en fait la plateforme ACI d'une région Azure donnée. C'est une intégration, ça fait partie encore du partenariat qu'on fait entre Microsoft et Docker. Et c'est assez récent, donc je vous le dis, hein, été 2020, où cette fonctionnalité est arrivée dans la CLI Docker et donc fonctionne avec ACI dans Azure. Donc, plus besoin d'utiliser la partie CLI Azure pour créer des Azure Container Instance. On peut tout simplement utiliser la ligne de commande Docker pour builder ces images, les publier et déclencher la création d'un Azure Container Instance. Ben, du coup, Nicolas, on va avoir une petite démonstration de l'utilisation de l'Azure Container Registry. Et donc maintenant, on va regarder l'utilisation de l'Azure qu'on a enregistré. Donc, même type de démo, en ligne de commande, on va regarder avec la ligne de commande AZ comment créer cet ACR. Donc, c'est encore une fois hyper simple. On va faire AZ ACR create, le nom du resource group et ensuite donc le nom de notre SIR. Donc, ici, on appelle ça Project P. Le SKU, ici basique, et donc la localisation, encore une fois, va être celle par défaut qui était configurée sur mon environnement. Donc précisons là encore, hein, on est sur la ligne de commande. Effectivement, pour les démonstrations, on a pris les versions les plus courtes, mais il y a plein d'options qui existent hein, quand on veut faire des choses un peu plus granulaires. Exactement, ouais.
Donc après quelques secondes, là, on va attendre que la CR se crée. Et ensuite, ça va donc nous générer, on va le voir, une URL qui nous permettre en fait de nous authentifier à travers la ligne de commande Docker. Et donc on voit ici, sur l'URL qui a été générée, que ma registrie s'appelle projectp.azure.cr.io, donc CR pour Container Registry, bien évidemment. Voilà, donc c'est-à-dire toutes les containers registrés que vous allez faire, elles auront toujours en fait la même extension derrière qui sera cr.io. Le nom qui est devant, effectivement, il faut qu'il soit unique. Rien ne vous empêche après de faire un alias DNS, mais en général, voilà, on utilise directement ça. Et puis voilà, donc c'est cette URL que vous allez utiliser après dans tous les appels de vos images. Alors, il y a un truc qui te dérange, je sais, Stan, dans cette démo, c'est une ligne de commande, donc c'est de l'impératif et pas du déclaratif. Et oui, et Nicolas, on avait dit quoi dans la première vidéo? On avait dit qu'on allait, non, dans la deuxième, même dans la première, dans les 12 Factor App, qu'on devait effectivement utiliser au maximum une approche déclarative. C'est-à-dire que là, ta ligne de commande, si tu la refais juste un peu plus tard en voulant changer un paramètre, il y a des chances que ça marche pas parce que ton projet existe déjà. Et donc voilà, donc c'est une opération que tu fais une fois. Si tu voulais répéter le process sur différents environnements, ben, en gros, tu aurais des lignes différentes, voilà, avec des erreurs potentielles. Donc, idéalement, du coup, il faut commencer à se mettre également dans cette optique, au-delà du code de l'application, d'être en mode déclaratif sur la partie code d'infrastructure. Et donc là, ici, on a un exemple de code d'infrastructure. Donc c'est simplement à peu près la même chose que ce que tu as fait, hein. C'est-à-dire qu'ici, on crée une Azure Container Registry avec du code d'infra as code qui est ici du Terraform. On aurait pu faire ça en Azure Resource Manager, on aurait pu le faire également en Ansible. Là, simplement par choix personnel, j'ai pris du Terraform, qui est d'ailleurs assez utilisé dans l'industrie. Donc ici, on a bien... semble être en version 11, Stan. Maintenant, on est en version 13 de Exactement, Terraform. effectivement, on a ici, j'ai pas refait la capture d'écran depuis que j'avais écrit à l'origine ce slide. Le HCL ici, effectivement, est dans ses déclinaisons avec l'interpolation, mais c'est pas très grave pour l'explication. Ici, globalement, on va créer deux ressources dans ce fichier déclaratif. On va créer un ressource group, donc là c'est le ressource group dans lequel sera stocké la Terraform Registry. On marquera ici la notion de variable, d'accord, var ressource group, var Azure Region. Donc là déjà, c'est-à-dire qu'on a un code sur lequel on a bien fait la séparation de son code et de sa configuration, parce que là mon code est globalement assez invariant, à part ici une valeur que j'ai figée à true, où j'aurais pu également mettre une variable pour définir si c'était du true ou du false. Mais globalement ici, je crée une deuxième Azure Container Registry où je précise effectivement son nom avec un nom variabilisé, un ressource group qui fait référence à celui qui a été créé au-dessus, et puis une SKU ici qui peut être effectivement basique, standard ou premium. Donc là, avec ce code-là qui est très générique, eh bien en fait, je vais utiliser un deuxième bout de code qui lui en fait contiendra ma partie configuration. Donc là, je l'ai mis dans du code, mais on aurait pu plutôt utiliser. Dans ce code ici, je vais typer mes variables de ma registrie. Donc j'ai une variable pour la région Azure avec un type. J'ai mis ici des valeurs par défaut. Donc là, ça peut permettre de gagner du temps des fois quand effectivement on utilise par exemple une organisation utilise toujours la même région Azure parce que pour des raisons réglementaires par exemple. Mais là encore, on pourrait faire passer ici ensuite, lors du déclenchement de l'utilisation de Terraform, un fichier de variables, un tfvars par exemple, qui irait réécrire les valeurs par défaut et mettre ce qu'on a envie. Donc là, du coup, effectivement, ça c'est un moyen propre et totalement aligné avec les 12 Factor App et ce qu'on est en train de vous raconter depuis le début de cette série de vidéos, de bien séparer sa config de son code et donc de pouvoir faire du déclaratif, y compris pour la partie infrastructure. Alors une fois que c'est déployé, Nicolas, ça donne ça? Et donc, une fois que c'est déployé, on a ici donc bien notre ressource côté Azure. Donc ici, c'est un autre exemple de registry. Et j'ai ma registry avec quelques images qui ont été déployées. On peut voir ensuite dans la partie repositories l'ensemble des images qui sont disponibles, ainsi que les différentes versions. Donc, on va voir le repository avec les images, et ensuite, à l'intérieur des images, on va voir les différentes versions à travers cette notion de tag qui ont été ici générées dans la pipeline d'intégration continue.
Effectivement, et donc ça c'est notre application eShop avec les différents microservices donc on a commencé à introduire le concept dans les vidéos précédentes. Effectivement, cette application eShop, comme tu nous l'as dit la dernière fois, on a différents microservices pour le panier d'achat, pour le processus de commande, pour le login d'identité, le catalogue, etc. Effectivement, après ils sont versionnés. Et chaque fois que tu as une image derrière, tu as également le manifeste associé à l'image. Exactement. Donc, le manifeste qui va contenir ensuite le digest des différentes layers, donc les différentes couches au niveau de notre image Docker avec donc différentes informations qu'on va ensuite pouvoir exploiter pour vérifier la validité de l'image. Merci Nicolas. On arrive à la fin de cette troisième vidéo qui était donc consacrée au container. Maintenant, on va augmenter un petit peu le niveau et on va poursuivre dans la complexité. On va parler dans la prochaine vidéo, qui sera la quatrième de cette série, d'orchestration de conteneurs. Et là, vraiment, on va commencer à concrétiser finalement la partie très théorique qu'on a eue dans les premières vidéos. On vous remercie encore pour votre attention. Nicolas, je te remercie encore d'avoir participé à cette vidéo. De rien. À bientôt pour la prochaine vidéo sur donc, les orchestrateurs et plus particulièrement sur Kubernetes. Au revoir.